Salut, moi c'est Jimmy du sanctuaire animalier Le Moulin des Linas. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Tristan, des entrepreneurs animaliers. Donc le sanctuaire accueille et continue d'accueillir des animaux issus de sauvetage. Et je suis très heureux de vous recevoir au sanctuaire aujourd'hui. Bonjour Jimmy, Bonjour à toi. merci de m'avoir invité chez toi. Est-ce que tu peux m'expliquer en deux mots où on est ici? Alors, on se trouve en Bretagne, au sanctuaire animalier Le Moulin des Linas, dans les Côtes-d'Armor, dans le 22. Alors, c'est un sanctuaire qu'on a créé il y a 3 ans avec ma femme. On était deux à l'origine du projet. Et on a commencé à récupérer des animaux issus de sauvetage, divers et variés. Petit à petit, les animaux ont grossi en nombre. Et maintenant, on arrive à un nombre dernier comptage de 53 animaux issus de sauvetage. 53 animaux sauvés en 3 ans. C'est ça. Et alors, avant qu'on parle un petit peu de tout ça, je voudrais remonter beaucoup plus en amont. Est-ce que tu peux nous dire quel métier tu faisais avant? Alors, j'ai été pendant 23 ans gendarme. À côté de ça, j'ai toujours été branché protection animale. J'ai eu l'occasion de créer une association de protection animale en Normandie, où j'étais le président. Arrivé en Afrique, j'étais en mission de protection à l'ambassade de France. Tout de suite, j'ai contacté l'association, le sanctuaire Lolaya Bonobo, qui réside à Kinshasa, où j'ai été volontaire, bénévole pendant les 4 ans que j'ai fait là-bas. J'ai eu l'occasion de former des gardiens pour la protection. Au vu de mon métier, c'était assez facile pour moi de pouvoir leur inculquer des bases de sécurité. Et grâce à cette ONG, j'ai pu contacter et être mis en contact avec l'ONG Wildlife Angel, qui s'occupe justement de la protection des espèces menacées partout en Afrique. Et ils avaient pour but d'avoir une antenne créée à Kinshasa et en RDC. Donc j'ai eu la chance d'être nommé directeur d'antenne régionale sur site. Et j'ai eu l'occasion de partir sur la frontière entre la RDC et le Rwanda pour protéger les derniers gorilles à devoir argentés. J'ai eu la chance d'avoir un gorille lors d'une patrouille qui se trouvait à 2 mètres de moi, presque entre toi et moi. C'était une expérience qui était très très forte et que je n'oublierai pas du coup. Et voilà, c'était une chance, clairement. On a rarement l'occasion de pouvoir participer à cette protection les derniers, parce qu'on sait très bien que ce sont les derniers malheureusement. Donc on fait tout pour reculer l'échéance, mais qui arrivera un jour ou l'autre. Donc c'était une expérience très forte. Et changement de direction ensuite, quand je suis rentré en France, j'avais déjà en tête de quitter la gendarmerie pour des raisons personnelles. J'avais vraiment envie de revenir à un retour aux sources, revenir à mes premiers amours, les animaux, et en faire mon métier, et déconnecter de tout ça, de toute cette folie ambiante, j'ai envie de dire. D'où le choix du sanctuaire, d'où le choix de créer quelque chose comme ça, de mes mains, à partir de rien du tout. On n'arrive pas dans ce milieu-là par hasard, c'est-à-dire que là, j'arrive à toucher un petit peu du doigt l'amour que tu avais pour les animaux avec une association en Normandie. Et puis après l'Afrique. Mais qu'est-ce qui a fait que déjà dès le début, tu avais un attrait pour l'animal? Moi, je suis né dedans en fait. Ma famille, ma mère m'a inculqué. Elle était la première à aller sauver le petit oiseau tombé du nid et à lui donner la bectée avec une allumette. Les chats errants, bizarrement, venaient toujours frapper à la porte de notre maison. Donc j'ai été bercé là-dedans. Je pense qu'il y avait vraiment beaucoup de ça. On m'a inculqué ces valeurs et cet amour des animaux. Après, je pense qu'on l'a ou on l'a pas. Moi, je l'ai toujours eu. Et c'était toujours en parallèle de mon métier. Dans gendarmerie, j'ai toujours essayé de m'axer sur les possibilités de sauver en intervention des animaux issus de capture, de décisions de justice, de choses comme ça, parce que je pouvais comme ça en même temps amener une pierre à l'édifice pour aider à ce niveau-là. Ça m'a toujours suivi et j'ai eu envie de passer le pas et d'en faire mon activité principale. Et si on parle maintenant un peu des animaux qui sont ici et que tu as sauvés pour une grande partie d'entre eux, est-ce que tu peux nous parler de 2 ou 3 d'entre eux qui ont une histoire un peu particulière? Alors, on a pu voir l'agneau Pascal. Moi, c'est vrai que c'était dans les premiers sauvetages. On l'a eu tout bébé, c'était mon gamin, je l'ai élevé au biberon.
avec 2 chevrettes qu'on a récupérées de la même exploitation, hein, qui est faite pour produire du lait, donc forcément les bébés sont écartés, hein. Donc on les a récupérés dans ces conditions et on les a élevés au biberon pendant plusieurs mois. Forcément, on crée des liens et ils sont restés proches de nous, très proches de nous, et ce sont un peu devenus les mascottes au sanctuaire animalier. À chaque visite, chaque personne qui vient, comme tu as pu le constater, ils nous accompagnent, ils sont avec nous et c'est des sentiments très forts. On a un chien Avec un harcèlement qui de, veut absolument de harceler chien de sauvetage. Maxent, notre réalisateur, Hey, et qui s'en fiche un peu. alors, Ça veut dire qu'il va bien. Quand on est arrivé ici, on a vu quelque chose d'assez rare dans des refuges, deux Highlands, deux vaches Highland. Donc, c'est des animaux, souvent les fermes pédagogiques que moi je croise ont souvent l'habitude de les chercher très très loin parce que c'est des animaux, on n'arrive pas à en trouver et on les achète souvent assez cher. Et toi tu m'as dit, non, c'est des animaux qui ont été sauvés. effectivement, on n'a pas été très loin pour les chercher, on les a trouvés aux portes des Côtes d'Armor, hein, c'est dans le département à côté, dans le 56. C'est une personne qui a pété les plombs après un divorce, qui était propriétaire d'un cheptel de 25 têtes de Highland. Et du jour au lendemain, est parti en Écosse en abandonnant tout et en laissant son cheptel. Il l'a confié à un vacher. Et donc au départ, ils ont tenté de les faire adopter sans succès. Et on a vu une annonce, dernier délai, départ à l'abattoir pour toutes celles restantes. Donc il y en avait 17. C'était le lundi qu'on a appris ça. Elle partait à l'abattoir le mercredi. Donc on s'est tout de suite déplacé avec ma femme. On est arrivé dans le lieu où elle se trouvait. Et là, la complication, c'était de se dire, ok, on a la place pour 2. Qui est-ce qu'on prend parmi toutes celles qui étaient présentes? Donc on a posé la question, est-ce qu'il y a des gestantes? On nous a dit, oui, c'est 2 là. Donc tout de suite, la question ne s'est pas posée. On a dit, ok, on peut faire 4 sauvetages en 2. Donc on va prendre les 2 gestantes. Et elles arrivaient quelques jours après au sanctuaire. C'était notre premier sauvetage. Un beau sauvetage. Et elles sont toujours là, elles sont en pleine santé. Les petits, du coup, les jumeaux ont été placés dans une association qui les utilise en éco-pâturage sur un terrain de 11 hectares. Donc on sait qu'ils sont heureux, on a de nouvelles régulièrement. Puis nous, l'intérêt, c'est de vraiment pas faire de la reproduction ou de l'exploitation, c'est vraiment de faire du sauvetage et garder de la capacité en sauvetage. Donc on ne veut pas remplir le sanctuaire de naissance, etc., etc. Donc quand on le peut, on les place pour pouvoir garder une capacité d'accueil pour d'autres animaux de sauvetage. Comment est-ce que tu fais pour que l'association puisse trouver un certain nombre de financements? Alors on a la chance d'avoir des généreux donateurs qui nous versent par mois sur le compte de l'association un certain dividende. On a créé aussi l'idée du partenariat où les gens peuvent choisir un animal et le parrainer ou le marrainer souvent ce sont des enfants, donc les parents qui versent sur le compte de l'association. Ça nous permet d'avoir un petit fonds de caisse pour pouvoir faire vivre l'association. Et après, à nous de développer des démarches parallèles. On a créé des logements insolites sur site pour pouvoir, pareil, subvenir aux besoins de l'association et pour pouvoir financer les gros frais, les frais vétérinaires, les opérations non prévues, les choses comme ça. Ça permet de tenir la barre et de pouvoir finir les fins de mois dans le positif. Ce qui est assez chouette, et là où je suis admiratif, c'est que tu mouilles la chemise à titre particulier pour pouvoir toujours mettre un peu dans l'association. Tu m'as dit aussi que tu faisais des coupes de bois. Faut donner de sa personne quand même pour aller toujours chercher un petit peu d'argent pour pouvoir renflouer les caisses de l'association. Alors c'était un challenge qui était très intéressant. Dans mon ancien métier, effectivement, ça tombait à la solde par mois, on avait un logement de fonction. Donc oui, on a cet hiver avec un volontaire, on a coupé du bois mort qu'on a vendu pour pouvoir subvenir aux besoins de l'association. Malheureusement, la mort dans l'âme, on est obligé parfois de refuser des sauvetages parce qu'on sait qu'on n'a pas la place ou pas la capacité budgétaire de subvenir aux besoins du nouvel animal qu'on sauverait. Donc on les oriente vers d'autres associations qui ont peut-être un peu plus de place que nous. On essaie d'être raisonné et raisonnable. Nous, on a 53 animaux, on ne peut pas se permettre de s'engager envers eux si derrière on ne peut pas subvenir à leurs besoins. C'est pas possible. Ok.
On va parler de choses un petit peu plus positives. On va pouvoir voir quelques espaces dans le lieu que tu as créé. Comment on pourrait le qualifier cet endroit d'ailleurs, si on devait lui donner quelques adjectifs? Je pense que c'est un petit paradis pour les animaux, pour la nature et pour les gens qui viennent le visiter. Ouais, ok, je suis plutôt d'accord. C'est aussi un paradis pour les humains parce que les choses sont conçues pour qu'on puisse y prendre du plaisir. On est en train de créer un sentier pédagogique qu'on a pu tester avec une petite école sur le village, avec des figurines en résine qu'on a disséminées un petit peu tout le long du chemin, qui sont des animaux endémiques au sanctuaire animalier, qui ont pu être répertoriés par des spécialistes. On a 90 espèces d'animaux protégés qui peuplent le sanctuaire et on en a choisi une trentaine qu'on a pu ainsi placer. On compte faire des petites plaquettes avec la photo de l'animal, son nom, et une petite case à cocher. Comme ça, l'enfant va se promener, ce sera un petit peu jeu de piste animalier. Et quand il verra l'animal qui était en photo, il pourra cocher et dire qu'il a trouvé l'animal en question. Et on compte aussi développer tout ce qui est nature et découverte, pouvoir montrer qu'une plante peut être comestible, qu'une plante peut soigner certains maux, ou etc. etc. C'est extrêmement intéressant. On a la chance d'avoir une nature qui est vraiment luxuriante au sanctuaire. On aimerait aussi le mettre en avant. Là où on est actuellement, il n'y a pas d'animaux domestiques, c'est complètement libre pour la nature. Et tu m'as dit qu'il y avait aussi quelques espèces très rares qui pouvaient se cacher un peu plus loin. Tu peux nous en dire un peu plus? Alors effectivement, à quelques encablures d'ici, on a les loutres d'Europe, qui est une espèce protégée et assez rare. Bon, elles étaient là avant nous, bien sûr, hein. On est juste là en tant que gardien pour protéger leur tranquillité. Donc, quelques loutres d'Europe ont pu être vues en caméra de trappe. On a des campagnols amphibies qui peuplent le sanctuaire. C'est pareil, c'est une espèce assez rare et protégée. On a pas mal de passereaux. Alors c'est quoi l'avenir du sanctuaire en termes d'activité, de type de public qui pourrait venir prendre un peu de plaisir ici? Moi, l'avenir, comme je l'imagine, ce serait de pouvoir développer de la médiation animale. On s'est connus à travers ce biais, hein. Tu étais mon formateur et je te remercie. L'idée, ce serait de pouvoir l'ouvrir à un maximum de publics différents, que ce soit les écoles, les centres aérés, et que ce soit adressé au public fragilisé. On a déjà pas mal de structures autour qui sont intéressées par le projet. Après, voilà, je pense qu'il faut savoir se dire à un moment donné, ok, je suis prêt à recevoir. Je fais les démarches administratives et je me lance dans la grande aventure. Et par la suite, tant pis, je perfectionnerai, j'arrangerai, je modifierai, je m'adapterai. Ça, c'est un déclic, je pense qu'on doit avoir psychologiquement pour se dire, ça y est, je me lance. Et là, je suis en passe de l'avoir. Voilà. Je préfère vraiment qu'on abandonne un animal dans un sanctuaire, un refuge ou une société de protection animale, plutôt qu'accroché à un poteau ou abandonné sur une autoroute ou dans une forêt. Donc à la limite, on ne jugera pas les gens pour ce qu'ils font ou pourquoi ils le font, mais je préfère vraiment qu'ils fassent la démarche de nous le déposer. Je prends le cas de la furette que tu as pu voir, Mishka, qui a été courageusement déposée dans une boîte devant le portail un soir d'un vendredi devant le sanctuaire, et je l'ai retrouvée le samedi matin. Il aurait pu se passer n'importe quoi, elle aurait pu être tuée par un prédateur ou quoi que ce soit. C'est une démarche qui n'est pas très courageuse, et ce qui est dommage, c'est que nous on l'aurait accepté s'il nous avait contacté tout simplement, et voilà. Donc ne pas hésiter, la vie fait que parfois son animal on ne peut pas le garder pour X raisons. Dans ces cas-là, contacter les assos. Alors nous, clairement, on n'hésite pas à dire, on est surchargé, on ne peut pas en prendre, mais au moins la démarche est agréable de voir que quelqu'un fait l'effort de vous appeler. Et nous, on oriente après vers d'autres structures que l'on connaît. On travaille en partenariat avec plein d'autres associations sur le secteur direct ou indirect. Et on peut orienter, on peut avoir le rôle de conseiller. Surtout, n'abandonnez pas votre animal dans les conditions dans lesquelles on peut voir où il sera voué à la mort, en fait, tout simplement. Quand je suis arrivé ici tout à l'heure, j'ai vu deux petits jeunes qui te donnaient un coup de main. Donc ça veut dire que tu as des bénévoles qui viennent sur place. Deux questions très simples, comment tu as fait pour les trouver? Comment tu gères ça? Est-ce
Est-ce que ça aide? Est-ce que c'est plus compliqué? Alors, comment j'ai fait pour les trouver? On a un groupe d'entraide sur le village, sur Facebook, où j'ai mis simplement une petite annonce pour proposer à des personnes qui ont un peu de disponibilité et qui aiment les animaux, bien sûr, de donner un petit peu de leur temps pour venir nous aider. Donc, on a eu ces 2 personnes-là, sont assez récentes. On a eu d'autres personnes avant. Je dirais que ça tourne, il y a un certain turnover sur les volontaires, suivant les saisons, suivant les gens qui ont des situations qui changent aussi. Elles n'avaient pas de travail à l'époque, ils étaient disponibles pour nous aider, ils ont trouvé un travail, tant mieux pour eux, du coup ils sont moins disponibles. Ça change pas mal, hein. Mais on a quand même toujours un petit noyau dur de 2-3 personnes qui peuvent venir régulièrement nous aider, et ça c'est important. Parce que comme tu as pu le voir, hein, sur tous les 3 hectares, il y a quand même un travail assez conséquent à fournir, et c'est vrai que tout seul on peut vite s'essouffler. Donc c'est bien d'avoir de la main d'œuvre et des gens motivés et qui sont aussi pas avoir de conseils, donc c'est bien d'avoir des conseils extérieurs sur des choses diverses et variées. Ouais. Et la nature bouge pas mal quand même, hein. Oui. La nature se réveille. Surtout au printemps. Donc il y a du travail, et il n'y a pas que des animaux à nourrir. Bien sûr, il y a tout l'entretien qui est derrière. Heureusement, les animaux, c'est les premiers volontaires, les premiers bénévoles, ils nous aident beaucoup, hein. C'est eux qui font le 3/4 du boulot en entretien, hein. Quand moi j'ai besoin d'entretenir l'aire de jeu, demain on fait une chasse aux œufs pour les enfants, pour se faire connaître un petit peu, pour présenter le sanctuaire. Il y aura 70 personnes. Plutôt que d'aller tondre avec ma petite tondeuse à gazon l'aire de jeu et les abords, je mets les équidés, les poneys, les ânes. Pendant une petite semaine, sur 3 à 4 heures, hein, des temps donnés, ils vont allègrement brouter, donc ils vont se faire plaisir, ils vont manger, et ils vont m'aider à nettoyer. Et en plus, il n'y a même pas de tondeuse, pas de pollution, c'est génial. C'est parfait. Je me souviens d'une question que je t'ai posée le jour de ton oral. Alors pour contextualiser un peu, parce que l'oral, ça parle pas à tout le monde, mais donc tu étais en formation chez moi. Et à la fin, donc, tu me fais une présentation de ton projet. La dernière question que je t'ai posée, c'est: est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Éventuellement que tu me poses la question de savoir comment je me vois dans 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans. Et alors comment tu te vois dans 5 ans? Très bonne question, merci de me l'avoir posée de manière naturelle. Écoute, moi je verrais cet endroit comme un grand espace de rencontre. J'aimerais beaucoup pouvoir développer tout ce qui est soins alternatifs par les plantes. J'aimerais faire venir des intervenantes extérieures, en naturopathe, pourquoi pas la sophrologie, pourquoi pas le bien-être, pourquoi pas le mieux-être, des choses comme ça, tu vois, pour que tout puisse tourner autour de la nature et les animaux, que ce soit assez central, et amener du bien-être aux gens, tout simplement. Ok, tout est connecté. C'est ça. Super. Merci beaucoup de ton accueil. Mais je t'en prie, c'est le bienvenu. Cette journée au Moulin d'Elinas se termine maintenant. Merci beaucoup à Jimmy de son accueil. Merci de nous avoir également prêté son chalet au bord d'un magnifique étang pour passer cette dernière nuit de notre périple. Si vous avez apprécié cette vidéo et si vous avez envie de m'encourager à continuer à faire des reportages, n'oubliez pas de vous abonner et de liker et de partager cette vidéo. Et si, comme Jimmy, vous avez envie de découvrir tous les métiers des fermes pédagogiques et du monde de la relation animale, eh bien profitez de la formation gratuite de 7 jours que je vous offre par email en allant sur le site entrepreneur-animalier.fr/7 jours. À très bientôt.